Samuel Menachon est né à Servion dans le canton de Vaud en 1935. Ceux qui le côtoient connaissent bien le cinéaste animalier, mais saviez-vous qu'il a d'autres talents et de nombreuses cordes à son arc d'Indien? Son premier film date de 1957 et déjà il tournait dans la nature. De la fragile fleur sauvage à la puissance de nos montagnes, des sangliers aux cerfs, Samuel partage avec nous son amour infini de la nature à travers ses films. Samuel, le passionné, l'infatigable. Mais d'où lui viennent cette incroyable vitalité, cet amour de la vie et cette motivation toujours intacte? J'ai eu une enfance en fait comme tout le monde, mis à part que ma maman était malade. Nous étions, mes frères et sœurs, un peu dispersés. Et de ce fait-là, on n'a pas vécu une enfance normale. On était placés à la campagne, chez les paysans, on faisait des travaux, mais ça a développé chez moi quelque chose de particulier par rapport à la nature. Lorsque j'allais travailler dans les champs, par exemple, tôt le matin, avant d'aller à l'école, je découvrais cet environnement, les fleurs, les animaux. Donc mon enfance, je ne regrette rien, même si elle était dure, même si on était séparés. J'ai découvert vraiment le monde dans lequel je vivais à ces moments-là. Alors si je repense à Samu, son enfance, on était très liés les deux. Ouais, Samu, il a toujours été très doué, justement dans la peinture, dans l'escalade. Par exemple, on s'exerçait avec Samu à monter sur la façade de notre maison. On était assez imprudents parce qu'elle avait 7 à 8 mètres, si ce n'est pas 10, hein, et on est sans être assuré. Mais moi, qui venais de faire 4 sommets de 4000 dans la région de Zermatt, lui est arrivé encore bien mieux que moi à monter contre cette façade. Bon, il était agile, hein, agile dans tout ce qu'il faisait. Bon, formation professionnelle, je n'ai pas fait d'études secondaires, donc j'étais limité quant au choix, je devais rester un manuel. Je n'ai pas hésité à faire pâtissier-confiseur à Berne. J'étais ouvert justement à la créativité, au dessin, à la décoration et plus tard à la peinture. Et puis finalement, j'étais seul à Berne, loin de ma famille, j'avais congé le lundi et j'allais au cinéma, j'allais voir des films d'aventure. J'étais un amoureux du western et j'ai fait mes premiers petits films d'aventure avec mes frères et sœurs. Samu avait l'idée de faire un film sur les Indiens. On était les 4 frères acteurs, puisque Samu était le rôle principal de l'Indien. Moi, je faisais le fermier méchant, mes petits frères qui faisaient les Indiens. Dans ce film-là, c'était ma maman qui faisait caméraman avec une petite caméra 8 mm, mais à ressort, il fallait la remonter. On était en plein dans une action, voilà, ça y est. Il fallait vite remonter la caméra. Avec peu de moyens, il arrivait à faire pas mal. Hein. Mes films d'aventure, c'était surtout des westerns, mais où je me plaisais à incarner un Indien. Pourquoi un Indien? Parce que l'Indien, pour moi, c'est celui qui vit en harmonie parfaite avec la nature. C'est celui qui a besoin de la nature, c'est celui qui a tout compris, d'où vient la vie, qui protège son environnement. Ce premier petit film d'aventure, Plume de Faucon, tourné en double 8, c'était en 57. Bien sûr, c'était des caméras qui n'avaient aucun micro, il fallait faire après un montage sonore si on voulait bruiter le film, recréer une ambiance. Toute la sonorisation a été faite après, en voyant les images, dans ma salle, dans mon sous-sol. On projetait le film, on faisait les galops des chevaux comme ça, on faisait les coups de feu, on faisait tous les bruitages du film et tout ça était redonné en direct selon le film. Mais il fallait aussi qu'on ait des costumes, donc moi j'ai une épouse qui a beaucoup participé, qui a fait des costumes avec des camarades. Chaque Indien devait faire son costume, trouver ses armes, son arc et ses flèches. Alors les tissus d'Indien c'était de la jute. Sac de patates. Moi je les cousais, je les peignais. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un papa assez fantasque, avec beaucoup de créativité, d'imagination et bien sûr qui nous a embarqués dans ces histoires. Moi j'ai eu la chance d'être la fille du chef dans le film d'Indien. Donc gazelle sauvage, fille de œil de lynx, donc ça c'est vraiment un gros privilège. Pour se déguiser en Indien, c'était pas trop compliqué. Ils nous fournissaient une perruque,
avec une plume, et puis on se mettait à torse nu, on mettait du fard pour faire un peu peau rouge, voilà. On voyait pas trop la chair de poule qu'on avait sur les bras, parce que dans le Jura, des fois il faisait quand même pas trop chaud, hein. Puis ça faisait de bonne heure au printemps ou tard l'automne. À 20 ans, on était libre comme l'air. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui étaient mariés. On avait la liberté d'agir comme on voulait. C'était superbe. C'était formidable. Ouais. Ouais. C'est là que Nuage Rouge était au-dessus de la falaise. Et lorsqu'il s'est avancé, il est tombé en bas de la falaise. Et en réalité, c'était un mannequin qui était très très bien réalisé. Puis après, il y a eu un autre film, aussi en 8 mm, qui s'appelait Le Diamant des Écoules, une histoire de cosaque, toujours avec mes frères. Et puis après, évidemment, j'avais envie de faire du 16 mm, film à plus grande échelle. Mais là, pour faire du 16 mm à l'époque 1960, il fallait avoir des moyens, parce que c'était cher. Donc j'ai fait des tableaux que je vendais, en fait une peinture alimentaire qui m'a permis de m'acheter ce matériel, projecteur, caméra et tout le tralala. Et c'est là que j'ai commencé à faire le premier grand film d'aventure en 16 mm. Chêne, l'homme du Grand Nord, j'avais déjà le scénario dans la tête. Alors évidemment, lorsqu'on veut tourner un film d'aventure de style western, ça implique énormément de choses. Donc les moyens techniques déjà, mais après ça veut dire aussi des chevaux, des gens qui veulent bien participer, jouer le jeu, apprendre des combats, des cascades, monter à cheval même si on n'est jamais monté sur un cheval. Mais quand il faisait ces films-là, avec ses copains, c'était toute une aventure, hein. C'était ses copains de travail, et eux ils étaient aussi passionnés, hein. Alors pour ceux qui n'étaient jamais montés sur un cheval, on a pris le temps tout de même de s'entraîner entre deux forêts, cachées de tout le monde. Puis là on faisait des galops, il y avait des chutes évidemment. C'est facile, on tombe une fois ou deux, puis on se ramasse quoi. Il fallait que chacun joue le jeu à fond. Le longbow, l'arc de Robin des Bois. Cet arc peut développer une puissance de 30 livres et envoyer des flèches à 250 voire 300 mètres. C'est l'arc que j'ai utilisé pour les hors-la-loi de la Broye et en tant qu'Indien dans le western, Chêne, l'homme du Grand Nord. Capitaine, rappelle tes soldats ou tu es un homme mort. C'est bon, je reviendrai et vous payerez cher votre audace. Mais ce bandit n'aura de cesse qu'il ne nous ait capturés et jetés en prison. Nous devrons fuir maintenant. Mais Samu, on ne peut pas abandonner nos brebis. Oui, eh bien voilà ce que nous ferons. Nous les donnerons aux pauvres. Bien, on n'a pas un instant à perdre. Pour les besoins du tournage du film L'homme du Grand Nord, j'étais appuyé sur cette souche et j'ai fait une chute de cette falaise. Saisissez-le! Et en plus, je devais sauter sur un cheval déjà monté. Il y a eu quelques anecdotes. Alors, donc moi, principalement, j'étais aigle noir. Il fallait apprendre déjà à sauter du cheval. Après plusieurs essais, en passant la jambe droite par-dessus l'encolure du cheval et de rouler sur l'épaule, ça allait pas si mal. Non, non, on était souple comme des lézards ou bien comme des écureuils. Oui, ça c'est vrai.
Voici Œil de Lynx domptant ses chevaux sauvages. Les chevaux que nous avions pour tourner le film étaient des chevaux qui étaient très fougueux. C'était des chevaux qui étaient rapides et puis qui éjectaient facilement. La chute était, ma foi, souvent des fois catastrophique. Si c'était sur un tronc d'arbre, c'était le coccyx qui ramassait parce que je me suis cassé le coccyx sur une grosse racine, ce qui m'a valu des douleurs pas possibles pendant des mois. Lors du tournage Œil de Lynx, donc Samuel a chuté aussi depuis un rocher et c'est luxé l'épaule. Il est tombé de très haut d'ailleurs, mais il savait tomber. Il est indien dans l'âme, lui. Le plus brave aura ma fille. Nous avons fait pas mal d'expériences chevaleresques. Ouais. Il y avait des scènes, notamment la bagarre de Chan et des bandits dans le ruisseau qui descendent des Culeilles à Mézières. J'étais carrément dans l'eau. C'était assez épique parce qu'il a fallu reprendre plusieurs fois. Ça a donné quelque chose d'assez bien, je dois dire. Mais ils étaient courageux parce que dans cette eau froide, moi, je ne l'aurais pas fait, moi. Parce que c'était quand même sur l'arrière-automne. Parce que toutes ces scènes ont été faites en partie quand on avait moins de travail à la campagne, qu'on pouvait disposer des chevaux. Mais il faisait froid, alors à torse nu, c'était pas... c'était pas terrible. Mais des bons souvenirs, ouais. Ouais, c'était assez formidable, je dois dire. C'était une bonne distraction, hein. C'était superbe, ouais. Quand on a projeté le film, bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme dans nos familles, dans nos proches et tout. Et nous avons été en vedette à un moment donné dans un journal, comme quoi des Suisses avaient fait un western. C'était une belle récompense quand même. Et les cascades, il fallait les entraîner. On ne pouvait pas truquer à l'époque. On ne truquait rien du tout, tout est vrai. Les gens voulaient vraiment jouer le jeu, ils voulaient me faire plaisir. À tel point qu'ils se lançaient sur un radeau sur la Broye qui était en creux, sans savoir nager. Nous avons construit un radeau au bord de l'eau. La rivière était très forte. Nous avons fini ce radeau et je suis parti sur les flots avec ma carabine, ma Winchester. C'était une aventure. Ouais. Il faut bien s'imaginer qu'un radeau sur une rivière avec un gouvernail qui n'en est pas un, très difficile à gérer par moment. Ce qui m'est arrivé, c'est sur une pierre, j'ai tourné pendant 20 minutes où je ne savais plus où j'étais. J'ai pu repartir de nouveau dans la cascade sous les rochers donc, qui mènent jusqu'à Moudon. Sur la Broye, on ne pouvait pas le suivre, vu les berges inaccessibles des falaises. Et on l'a laissé partir, puis il est rentré de nuit, il s'est arrêté à une ferme pour demander l'hospitalité avec son fusil, puis on n'a pas voulu le recevoir. Donc c'est l'aventure en vrai. Malgré que je ne sais pas nager, donc je ne voyais pas le danger. Non, je pense que tout s'est bien passé finalement, malgré des peurs un petit peu poussées, n'est-ce pas, par moments, hein, oui. Je garde un souvenir très profond, très ému de cette époque. Ces moments sont très très forts pour moi et resteront gravés pour toujours. Beaucoup de collègues, d'amis, d'acteurs nous ont quittés pour d'autres cieux. Certaines nostalgies, oui. Ce film était en somme une aventure d'amis, je trouve. Tout ce qui concerne le saloon, il s'est passé quand même pas mal de gags. Et regardez, vous connaissez? À ta santé. Tu n'as rien à faire ici. Et c'est toi qui veux me faire sortir? Moi, je dois l'éjecter donc dans une bagarre assez puissante, l'éjecter à travers la fenêtre, il retombe sur le balcon de la taverne. Donc. Et ensuite, les bandits me récupèrent dehors. Là, je pensais que c'était terminé, mais là, on me lance un lasso et puis on me traîne sur 300-400 mètres, non truqué, donc, sur la poitrine.
J'étais comme le bleu pendant des semaines, donc je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est que se faire tracter par un cheval dans les pelouses du chalet Tagobet, c'est pas évident. Puis après, évidemment, on s'est dit non, ben, on peut faire mieux. Hein. On va tourner un vrai film 16 mm, long métrage, de Cap et d'Épée, les hors-la-loi de la Broye. Alors, pour décor, il fallait déjà le château d'Oron, bien entendu, il fallait les fameuses cascades de la Broye. Alors il fallait trouver des décors authentiques. On n'avait pas les moyens, nous, de recréer des studios, des faux décors et tout, et tralala. On était tourné dans le château d'Oron, dans les salles. Le seigneur Guillaume, petit-fils de Rodolphe de Gruyère. Jacques de Savoie, comte de Romont. Pour un film, il s'était entraîné pendant 2 ans. Hein. Tous les week-ends, toutes les vacances. Pour les hors-la-loi de la Broye, ça ouais. C'était combat d'épée. Ouais. Tout ce qu'il fait, il le fait tellement passionnément ouais, qu'il est toujours fort. Parce que où il fait pas, où il fait, mais s'il fait, il fait à fond. Oui, mais tu sais, quand on tournait toute la nuit au château d'Oron, je vous couchais, on allait tourner au château d'Oron toute la nuit, je me rentrais pour vous lever, pour vous envoyer à l'école. Et comme les décors extérieurs étaient souvent avec des animaux en liberté, comme des chevreuils, on a même vu des sangliers ou des lièvres, je me suis dit, mais je pourrais faire dans le futur des films animaliers. C'est ça qui m'a donné le déclic. J'avais ce désir de faire du film sur la nature, les animaux, les fleurs que j'aimais tant, que j'ai découvert dans ma jeunesse. Là, en fait, où j'ai passé mon enfance, entre Servion, Essert, Huybrois, Auborange. Et c'est là que je voyais des lièvres, des chevreuils, l'hermine, les renards, qui étaient abondants, même en prairie, à cette époque-là. Et c'était mon premier film, un départ pour d'autres films multiples, puisque par la suite, j'ai tourné 30 longs métrages sur la nature. Une passion, en fait, cette passion, elle vient depuis toujours. Cette nature, elle est en moi. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi apporter à ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas le temps ou qui ne regardent plus cette nature, de la voir mieux. Et puis porter un message quelque part. Mais aussi, pour moi, une forme d'évasion. On fait partie de cette terre, la terre fait partie de nous. Chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, chaque animal reçoit le même souffle de vie. Et si on a réalisé ça, on a cet amour qui nous lie à cette nature. Pour moi, la nature que je filmais, elle était très étendue. Si bien les fleurs, le paysage, le décor, les montagnes, la plaine, des champs de moissons agités par le vent, tout ce qui bouge, tout ce qui vit, et puis tout ce qui est tableau. En fait, tout ce qui apporte quelque chose, une émotion. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'habite la campagne, donc j'étais pas loin des sites pour aller filmer, que ce soit le lac de Bray, la Broye ou le Parimba. Après, j'ai fait des films plus importants, didactiques, sur la forêt par exemple, et après les Alpes, un triptyque aussi important pour moi, où j'ai parlé de la formation des Alpes en faisant un retour en arrière de 200 millions d'années en arrière, à l'ère des dinosaures. L'image de synthèse n'existait pas, des plantes dans la forêt qui poussaient pour voir germer et faire un chêne de 10 cm de haut. Il fallait toutes les 30 minutes faire quelques images pendant 3 semaines, jour et nuit. Justement, après des films importants comme les Alpes, je voulais aller encore plus loin. Je n'avais peur de rien, même pas d'aller jusqu'en Alaska et dans le Yukon canadien. Un premier voyage dans le Yukon et l'Alaska où j'ai approché le grizzly, ou plutôt c'est lui qui s'est approché de moi, à 5 mètres. À un moment donné, il attendait la remontée des saumons qui tardaient, il me regardait un peu de travers, il a bien vu que j'avais rien à croquer, donc il s'est tourné, il s'est assis, m'a tourné le dos, il s'est planqué devant moi, mais j'ai fait des images en Alaska. C'était le voyage exceptionnel, extraordinaire. Tu as réussi à aller dans un endroit avec lui où il y a des ours. Ah, heureusement que j'étais là. T'as confiance en ton mari. Pourquoi? Parce que papa serait plus là. Il allait tout près de l'ours. C'est moi qui lui disais, mais arrête Manon. L'ours branlait la tête. Ça veut dire,
Mais avant, il y a eu l'Islande encore. Le voyage au commencement du monde. On voit fleurir la roche volcanique, les activités volcaniques, les grandes cascades d'Islande, les glaciers, le pays de feu et de glace qu'il faut voir une fois dans sa vie. C'est beau, c'est plus que beau, c'est grandiose. Alors il est vrai que voyager, c'est bon quand on a aussi les moyens, hein. Mais revenir chez nous quand même, on a tout ce qu'il faut, une Suisse merveilleuse. Et les petites, mais on a tous les décors, on a toutes les saisons, on a tous les étages. On a des animaux magnifiques, une faune qui est très diversifiée en Suisse. Par la suite, j'ai toujours aimé ou désiré voir un sanglier. Mais l'animal qu'est le sanglier, j'ai dû vraiment apprendre à connaître son comportement pour pouvoir le voir de près, lui donner confiance. Donc il fallait y aller tous les jours, tous les soirs. Pendant 2 ans, j'ai été tout le temps dans les mêmes milieux. Parce que de notre faune, il faut savoir que c'est le plus intelligent. C'est celui qui comprend même pourquoi vous êtes là et qui sent tout de vous. Une maman sanglier s'est habituée à ma présence à tel point que j'ai pu la suivre. Elle m'entraînait dans le marais central où elle allait faire son chaudron, c'est son nid fait de roseaux. Cette maman s'est tellement liée à moi, avoir une confiance sans limite, à tel point qu'elle me confiait ses petits, qui étaient tout petits, des bébés, quand elle allait boire de l'eau au marais un peu plus bas. Et quand elle revenait, elle se couchait devant moi pour les allaiter. Je pouvais me mettre à genoux, caméra à la main pour filmer les petits sur les mamelles. Alors j'ai vu tout l'apprentissage de la maman avec ses petits. J'ai vécu vraiment une histoire d'amour incroyable avec cette maman sanglier. Je crois que les animaux ils savent très bien les limites, où est le danger pour eux. Quand elle est revenue à l'automne pour prendre son quartier d'hiver, je voyais dans le recrue naturel de la hêtraie bouger. Je suis resté assis tranquillement pendant 20 minutes, une demi-heure. Tout d'un coup, je vois sortir la maman sanglier qui vient vers moi, qui coupe des grandes branches de hêtre, qui les pose à mes pieds. Après, elle les poussait avec son museau pour que je les prenne. Je pleurais. C'était pas vrai, c'était trop beau. Et quand j'ai pris ces branches, il a appelé ses jeunes, ses bêtes rousses. Il en manquait un, ils étaient encore 6, ils étaient tous autour de moi. Je suis retourné après pour finir ce film. J'avais fait un petit film sur toute cette histoire. Je suis retourné pour filmer les branches. Pardonnez-moi. Ça veut dire que c'est ça aussi, la nature dans laquelle on peut vivre des choses aussi incroyables. J'ai appelé ce film comme un conte de fées. C'est peut-être le film le plus fort que même des enfants de 4 ans veulent voir. Il est vrai que très souvent nous arrivons à filmer des scènes tellement uniques, tellement fortes, qu'on n'a même plus envie de filmer, on a juste envie de regarder, qu'on prend par le regard. On vit vraiment des moments très forts comme ça.
Faire des films sur la nature, c'est bien sûr apporter un message quelque part. Le message de la beauté de nos paysages, de la beauté de la nature. Celui qui ne sait plus rêver, ben, il a pratiquement cessé de vivre. Il faut encore pouvoir rêver, avec un aspect plus contemplatif, avec de la poésie, de l'émotion. Il y a 60 ans, si on m'avait dit « mais quels sont tes projets pour ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Non, je ne savais rien, trop rien, mais j'avais quand même une petite idée. Si la nature vous habite, ben vous savez qu'elle ne va pas vous lâcher. Donc avec la nature, on peut faire tellement de choses. Je n'ai pas fait d'école de cinéma, je suis un autodidacte pur et simple. Hein. On peut faire tellement de films différents, même en Suisse, même chez nous. Moi, je me passionne pour tout. 50 ans que je filme la nature, qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. Où sont les prairies de mon enfance, avec cette diversité florale, ces couleurs? Au niveau des oiseaux également. Beaucoup d'oiseaux ont disparu. On a de la peine à revoir des oiseaux qu'on voyait dans nos campagnes parce qu'on a détruit des haies, parce qu'on a fait une culture intensive de nos campagnes. Et les abeilles, on pourrait aussi en parler des insectes, des papillons. Et les abeilles, pourquoi elles meurent? Parce qu'on traite tout et on empoisonne non seulement la terre, l'eau et l'air, mais nous avec. Si on empoisonne la terre, on s'empoisonne avec et c'est grave. C'est grave et c'est là qu'on doit réfléchir, qu'on doit prendre des dispositions maintenant au niveau de nos gouvernements, ceux qui nous dirigent, de prendre des responsabilités pour que tout le monde arrive à faire de la culture bio. C'est le but et il faut dire non à l'agrochimie, non à la manipulation génétique, on n'en veut pas. On dit non, on veut la nature, on veut vivre. La terre l'a toujours attiré. D'ailleurs, son jardin maintenant, c'est sauvage.
Il y a plein de fleurs. Oh, c'est un homme de la nature qui veut faire passer son message. Ce qu'il aime surtout, c'est de partir de bonne heure le matin, d'aller sur place avant les animaux, même s'il va soit en montagne, soit en plaine, suivant ce qu'il veut, mais il y a toujours quelque chose, même s'il attend pour rien. Et puis, il rentre fatigué, crevé, mais heureux, et puis son plat de pâtes, et puis son verre de vin, il est content. Alors ce qui est assez hallucinant avec mon père, c'est que où qu'on aille, quand on se promène, il connaît tous les coins. Il est passé partout, il a toujours une histoire à raconter sur « Ah, bah, tu vois, dans tel endroit, j'ai filmé les grues, j'ai filmé des oies sauvages. Ah, ici, j'ai vu le lièvre variable. » Où que tu ailles, que ce soit en montagne, que ce soit en plaine, il a toujours vécu et filmé quelque chose. Moi, je crois qu'une chose qui frappe chez mon père, c'est son éblouissante forme physique. Il me semble qu'un des secrets qu'il a par rapport à ça, c'est d'abord qu'il est en contact régulier tous les jours avec la nature. Pour lui, c'est de l'exercice physique, mais je crois qu'il y a aussi une dimension spirituelle. Je crois que la nature, c'est son temple, c'est la manière dont il est en profonde communion avec l'univers, avec le cosmos, avec la lumière, avec la nature dans toutes ces dimensions, dans tous ces axes. Et je crois que ça, c'est une particularité où il se ressource énormément. Papa, il pense qu'il sera jamais vieux. À 800 ans, moi je dis, c'est un gamin. Dans sa tête, dans ses ambitions, dans ses folies, puis après il se dit, ah bah, aïe, mon corps il me dit quand même halte. C'est un gosse. Des fois il est inquiet parce qu'il a mal. Oui. À 80 ans, si t'as pas de douleur, c'est que t'es mort. Mais un peu, c'est ça. C'est déjà beau de vivre comme ça et puis être en forme, quoi. Non, combien de personnes qui n'arrivent pas à cet âge? C'est ça, puis il va continuer parce que t'as vu bah comme oui, il est. Toi qui peut marcher, aller dans la nature, c'est bon. Il est olympique. Ce qui m'inquiète, c'est le jour où il ne peut plus marcher. Voilà. Mais il aura des il aura ses tableaux, il exactement. aura autre chose. Quoi. Mais moi, je pense que sérieux, on ne le suit plus en montagne ou comme ça. Non, moi, j'avais cru maintenant. On n'arrive pas. Dans les montées, c'est souvent lui qui me tire, il est comme une chèvre, et puis il me dit viens petit maintenant. Alors petit arrive comme elle peut, mais c'est pas toujours tout simple à le suivre, mais c'est souvent beaucoup de bonheur. Voir des arbres, des fleurs, des ambiances de lumière, ça c'est quelque chose de privilégié que j'ai pu vivre avec lui. Il m'a transmis un sens du beau et de l'esthétique à ce niveau-là, ce regard admiratif ou contemplatif par rapport à la nature. Tu es passionné, tu restes jeune et tu vis longtemps, quoi. Bon, il n'a pas une once de graisse, il bouge tout le temps. Puis c'est un homme du matin, si une fois il dort jusqu'à 7 heures, oh pour ami, c'est déjà presque un drame. Il partait avant tout le monde, il se levait. Ah, il filmait, il allait filmer partout, et puis les autres se levaient 2 heures après lui, quoi. Mais moi je pense qu'à tous les gens qui ne peuvent pas aller avec leurs propres jambes, leurs propres forces, dans des endroits montagneux comme ça, qui puissent voir des images. Moi, je me rappelle toujours une dame qui est en chaise qui a dit « Moi, ça me permet de voir des choses que je ne verrai jamais de mes propres yeux. » Moi, à mon âge, j'ai de la chance, c'est vrai, je peux encore courir la montagne. Tant que je peux, parce que justement je peux et que j'ai envie. Je ne pense pas trop au moment où je ne pourrai plus
faire ça. C'est le moment présent qui compte, et puis l'avenir, j'y pense pas trop. Je me dis, bon, ben, si je deviens vieux perclus de rhumatisme comme certains, j'ai toujours encore un autre hobby, une autre passion, c'est la peinture. Si je pense à ses dessins, il a fait beaucoup de peintures là, sur des tableaux qu'il vendait. Et puis alors pour le dessin, alors il était assez déjà doué dans le dessin. On essayait tous les deux de faire un cheval, mais toujours est-il que je faisais des traits très précis, mais il fallait tout le temps que j'avais la gomme, puis j'arrivais jamais à finir mon cheval. Tandis que lui, en quelques coups de crayon, il avait son cheval terminé. Hein. Alors j'ai cette magnifique fresque ici dans mon salon. Ça a été un coup de cœur. On est resté sur l'idée de l'automne, qui est une très belle saison. On s'est lancé sur celle-ci où on a vraiment laissé Samuel peindre au gré de son imagination et de ses idées. Alors Samuel est venu plusieurs après-midi chez nous pour peindre cette fresque. C'était très rapidement fait. C'était de jour en jour de plus en plus beau et on était très contents. On la regarde souvent. Il n'y a pas besoin d'acheter de tapisserie. Non, il faisait de la peinture dessus. Moi, j'ai pu choisir les lapins et puis le bombi, c'est ce que je préférais, ça je me rappelle. Mais la plus belle des chambres, c'est la Myriam, au milieu de la forêt. Mais qu'est-ce qu'il en a fait, des peintures? Je pense qu'il y en a à peu près 2000 qui se baladent dans le monde. Des peintures? Oh, oui. Autant que ça. Donc les tableaux. Ouais. Et puis les peintures murales, il y en a, je ne sais pas combien, mais énormément. Tu sais, il a fait énormément de tableaux et le soir, une fois que vous étiez couché, je lui lisais des histoires, genre Jack London, voilà, faire passer le temps pour lui. Mais et ouais. lui, il peignait. Ah, pendant qu'il peignait? Oui. C'était l'histoire qu'on soit les deux, c'est tout. C'est fou d'avoir quelqu'un qui voit un paysage puis qui est capable de le refaire comme il l'a vu. Il a une mémoire visuelle. Il observe. Il observe. La peinture est souvent une interprétation personnelle aussi de la nature, mais en la respectant. Bien sûr, il faut bien connaître la structure des ramures, du feuillage. D'un arbre à l'autre, c'est quand même complètement différent. On voit que le hêtre, il a cette branche qui va partir à plat et pas des feuilles tombantes comme le frêne ou comme certains autres arbres. Mon grand-papa, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très émotif, qui montre beaucoup ses sentiments, mais qui ne se laisse pas abattre pour autant, même s'il a bien conscience que tout n'est pas rose. Il arrive à garder le moral, il voit les belles choses de la vie. Papa, c'est presque un phénomène. Un personnage très sensible. Il voulait toujours réussir ce qu'il faisait. Ouais. Et il voulait que les autres réussissent. Ouais. Il a toujours été assez... Ouais. Dans le jardin, il nous mettait des cordes pour qu'on monte. Sportif. Ouais, ça c'est sûr. Puis avec ses potes, il voulait toujours être le plus fort, papa. Et c'est un meneur d'hommes. Ouais, donc comme c'est un meneur d'hommes, ça passait parce qu'il était passionné, puis on fait ça. Et tous ces gars, ils avaient monstre envie de s'amuser dans un monde de cinéma. C'est trop de pouvoir tourner. Ouais. À cette époque, en plus, c'était quelque chose. Il en a fait pas mal, hein, de films. Ça c'est sûr. Il visualise tout le temps des images. Oui, au point que des fois je lui dis, tu sais plus regarder sans regarder à travers l'objectif. Tout ce qu'on a fait, il filmait. Il nous emmenait au motocross, c'était un gamin, il filmait. Il nous emmenait partout, il filmait. C'est un partage. Il voulait garder ça en souvenir. Ouais, puis ce qui est vraiment impressionnant, c'est comme il a construit cette maison avec ses frères, tout seul, en allant abattre les arbres pour faire des échafaudages. Vraiment, tout ce qu'il fait, il arrive à le faire, puis bien, toujours bien. Je pense qu'il a aussi eu énormément de chance d'avoir une femme comme il a eu. Que ce soit pour ses films à scénario, où elle a été figurante, où elle a nourri toute la troupe, où elle a participé aux costumes. Je pense qu'elle a vraiment assumé et assuré avec beaucoup d'amour.
Elle l'accompagne dans pratiquement toutes ses projections et ça aussi, je pense que c'est un soutien remarquable qu'elle lui offre. Mon grand-papa, c'est quelqu'un qui connaît très bien la nature et il connaît tout, les odeurs, les arbres, les plantes. Il était sans cesse en train de nous dire « regarde ça, regarde ici ». Il nous disait « fais attention, là il y a une brindille, marchez bien dans mes pas, faites pas de bruit ». J'adorais aller en nature avec lui justement parce qu'il voyait beaucoup de choses et il nous montrait beaucoup de choses. Les nœuds dans les arbres qui représentaient toujours quelque chose pour lui. Je me souviens avec mon frère, quand on allait avec mon grand-père, une fois il nous avait emmené voir les renards, les petits renardeaux. On attendait devant le terrier, on ne devait vraiment pas faire de bruit et attendre que les renards puissent sortir. Et après, justement, on pouvait les voir et on était tellement heureux de pouvoir voir cette beauté de la nature. Il veut partager ce qu'il a vu. Il ne veut pas garder pour lui, il veut partager. Un tableau, c'est la même chose. Tu as vu une image magnifique, tu le dessines et tu le partages. Il a tout le temps été comme ça. Regarde ce que j'ai vu, mais t'as pas vu ce que j'ai vu? Samuel, c'est avant tout un ami, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est un passionné de tout ce qu'il fait et il le fait avec un certain sérieux. Samuel, c'est quelqu'un qui a une force de caractère et qui va jusqu'au bout des choses. Ouais, c'est Samuel, quoi. L'énergie qu'il a maintenant à son âge, de parcourir les bois, il m'épate. Et il en épate beaucoup plus d'un, il faut dire. Samu est un passionné, il aime la nature, il aime la vie. C'est vraiment pour moi un homme extraordinaire. Il n'est jamais fatigué, il est toujours motivé surtout, mais il aime surtout la vie et je crois que ça c'est un grand moteur qu'il a en lui. Je te dis, Sam, que tu m'as appris à connaître la nature, à connaître la persévérance aussi. J'ai appris beaucoup de choses avec toi, à connaître tous les arbres de la forêt, à connaître le pinceau aussi, puisque nous avons posé ensemble des couleurs sur des toiles. Et je te dis merci parce que ça a été un grand moment de vie et d'amitié inébranlable. Mon grand-papa, pour moi, c'est un grand enfant. C'est vraiment un gamin de 80 ans, avec des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête. Pour moi, c'est vraiment un modèle. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir être comme lui à 80 ans, avec cette capacité à m'émerveiller de tout, même des plus petites choses. On me demande souvent quelles sont les contraintes pour faire un film comme Retour aux sources, Beauté sauvage ou Passion nature. Non, c'est pas une corvée pour moi, c'est un plaisir énorme. Pour moi, c'est l'amour de ce que je fais. Tout est là.